Bienvenue au tout premier épisode de Ciné-Terreur. Oui, oui, c'est bien Ciné-Terreur, toute nouvelle aventure horrifique, aussi imprévisible qu'un film de série Z réalisé avec un budget de 27,50 comme cette émission, qui inclut même les taxes. Fini sur la route de l'horreur live, malheureusement, mais c'est place à Ciné-Terreur parce qu'on a décidé de remplacer ça avec Ciné-Terreur, là où le cinéma d'horreur rencontre le délai collectif et où les invités sont plus effrayants que les films dont on parle, mais dans le bon sens, bien sûr. Préparez vos nerfs, vos rires et vos chandelles bénites parce que ce soir, on va explorer l'horreur, la vraie, celle qui se cache sous votre lit ou dans votre abonnement Netflix. Je vais vous présenter nos invités et premièrement, on commence avec mon co-animateur. Lui, c'est le seul être humain capable d'entendre une note de musique et de dire ce fantôme-là est en sol mineur. Ancien patron de Martin Bruyère, moi-même comédien à ses heures et à d'autres heures aussi. Sylvain est également un expert en création d'atmosphères flippantes dans la vraie vie et dans la salle de bain. Bien quand il oublie d'éteindre la lumière rouge. Bienvenue, Sylvain, l'homme qui parle aux fantômes avec une guitare chaînée. Comment ça va? On vient de perdre 2 minutes et demie. Là. C'est important d'en perdre un petit peu du temps là, parce que la discussion, c'est beau, mais il faut quand même présenter d'autres personnes, les invités, entre autres, comme ce soir, on a Sébastien Thériault, l'homme qui ne regarde pas les films d'horreur. Il critique avant qu'ils sortent. Sébastien a vu des films douteux que des matins ensoleillés. Il est capable de citer tous les noms des figurants dans Friday the 13th Part 7. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai? Il y a un temps, je pouvais le faire. Ça fait longtemps que je ne les ai pas regardés, mais pour un temps, j'étais comme... Quelqu'un parlait, les gars que ça fait... En général, Marc, je savais tous les noms par cœur facilement. Ouais. Hey, merci beaucoup, Seb, d'être ici pour parler de Stephen King ce soir. Puis, on a aussi avec nous la légende urbaine devenue réalité. On dit que si tu dis son nom 3 fois dans un miroir, tu reçois une analyse complète de The Shining, version Kubrick et version téléfilm. Jean-Michel est notre encyclopédie vivante de l'horreur, l'homme qui dort dans un cercueil pour l'ambiance et utilise des pages de Pet Sematary comme sous-verre. Hey, Jean-Michel! Merci, Martin, tu as tellement raison. Puis en plus, je viens avec une odeur d'ail constante. Fait que c'est comme mieux d'être. C'est mieux d'être comme en vidéo comme ça, je pense. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'être ici pour discuter de Stephen King. Aujourd'hui, on va commencer évidemment avant le thème avec les nouvelles dans le cinéma. Vous ne savez peut-être pas, ou si vous le savez, vous l'avez vu, vous allez être soit déçu ou soit très content. La bande-annonce de Toxic Avenger est sortie. Le reboot, évidemment, de Toxic The Avenger de Trauma, qui est prévu en salle pour le 25 août ou le 29 août 2025. Le film qui met en vedette Peter Dinklage dans le rôle principal aux côtés de Kevin Bacon et Elijah Wood. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, vous autres, mais ça a l'air cheap en tabarouette. Vraiment, là, ils ont été avec le trauma. Mais ça n'a pas été tourné, il y a genre 8 ans, ce film-là. Il me semble que ça fait 8 ans qu'ils ont annoncé. Ça fait vraiment longtemps. Là. Ça fait pas 8 ans, mais je crois que l'annonce avait été sortie il y a 2 ans. Le film peut-être a été tourné. Moi, j'ai vu 2023, en tout cas, dans l'année de production. La bande-annonce de Together aussi, le teaser officiel, a été publié. Un film de body horror réalisé par Michael Shanks qui m'envêtait Alison Brie et Dave Franco dans les rôles de Millie et Tim. Un couple dont le déménagement à la campagne déclenche un incident surnaturel, bouleversant leur relation et leur existence. J'ai vu la bande-annonce, je ne sais pas pour vous autres, mais tabarnouche que c'est bizarre. Moi, personnellement, ça ne m'a pas attiré. C'est pas le genre de film que j'ai hâte de voir. Mais je connais bien du monde qui ont vraiment hâte de voir ça. Hey, j'ai vu une nouvelle, il fallait que je l'annonce aux enchères. Si vous ne le saviez pas, le modèle original de E.T. va être aux enchères. Qui a été utilisé dans le film de 1982 de Steven Spielberg. Le modèle provenant de la collection de Carlo Rambadi est estimé entre 600 000 et 900 000 US. Ça veut dire que si il y a un Canadien qui l'achète, il va avoir un 40 de plus à payer et un tarif de 25
50% par-dessus ça, c'est pas de la petite monnaie. Martin, je veux juste te dire que moi, j'ai déjà visité les studios de Lucasfilm et j'ai vu le vélo original qui est au plafond dans les escaliers, le vélo original de E.T., ainsi qu'un des E.T. qui est en décomposition complète, juste à côté de la cafétéria. Moi, Jean-Michel, je peux te dire que j'ai été à Universal Studios, puis j'ai fait la ride de E.T. qui a été probablement conçue dans les années 70, où ce que tu vois littéralement des fois E.T. comme jerké pendant qu'il monte, ça raille, puis la bebite est en train de perdre sa tête. Fait que je sais pas si c'était une affaire d'horreur ou pas pour les enfants, mais je sais qu'il y a une couple de jeunes qui se demandaient si E.T. était pour survivre la montée jusqu'à la Lune. Ça, c'est les nouvelles. Il y a aussi la sortie de Asylum dans les jeux vidéo qui a été lancée sur Steam puis GOG. Le jeu propose une expérience immersive dans une salle, dans un asile abandonné promettant des frissons aux amateurs du genre. Y a-t-il quelqu'un qui est gamer ici? Moi, un peu. Oui? Un petit peu, oui. Asylum, quelque chose qui vous intéresse ou pas? Non. J'ai pas Non! joué. Tabarouette, vous êtes donc bien intenses, les gars. C'est pas vrai. Ça, c'est Ok. pour les nouvelles de la semaine, évidemment. Il y a toujours plus de nouvelles, mais là, je ne commencerai pas à parler des sorties sur Tubi parce que je finirai jamais avec leur maudit Amityville n'importe quoi ou bien maudit film de Shark. So, on va commencer tout de suite avec le thème de la semaine, c'est-à-dire Stephen King. Stephen King. Pourquoi Stephen King? Pourquoi est-ce que Stephen King a-t-il autant marqué l'imaginaire collectif, autant en littérature qu'au cinéma? Est-ce que c'est son style, ses thématiques ou juste le fait qu'il publie plus vite que son ombre? J'aimerais ça que vous me disiez pourquoi il est si populaire que ça. On va commencer avec, on va commencer avec Jean-Michel. Jean-Michel, pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire que ça? Je pense qu'il vient d'une époque, en fait, où il n'y avait pas beaucoup d'auteurs d'horreur. Il y avait beaucoup de films d'horreur, mais d'auteurs d'horreur purs. Je pense qu'il n'y en avait pas énormément. Je pense qu'il y avait pas Dean Koontz, là, qui est arrivé un peu plus tard. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Et je pense aussi en même temps que le fait que ces romans aient été adaptés au cinéma, en plus par des cinéastes extrêmement respectés comme Brian De Palma, puis comme Stanley Kubrick. Puis je pense que ça a comme augmenté cette espèce de mythologie-là autour de lui, en fait. Moi, je pense que c'est pour ça que, encore à ce jour, je pense pas qu'un côté horreur, il y a plus grande sommité que lui, même si, comme tu as dit tantôt, il écrivait plus vite que son ombre, puis de la merde, il en a écrit. Là. Il n'a pas juste écrit des bonnes affaires. Là. Je veux dire, il y en a des affaires pas bonnes qui ont été écrites, mais c'est ça. Je pense que, moi, mon opinion par rapport à ça, je pense que c'est ça. Seb, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, un peu comme Jim a dit, il arrivait à un temps qu'il n'y avait pas beaucoup de choses de faites, mais je pense qu'il y a aussi. Je pense qu'il était vraiment bon à aller chercher les feelings qui restent quelque chose avec toi. Tu sais, comme que Jaws a resté à tout le monde comme oh, tu veux pas aller dans l'eau. Et comme il a touché beaucoup des. Comme Pet Cemetery, c'est un dark story, que c'est tout quelque chose que tu penses peut-être pas, ben, un coup que tu es mis à la situation de comme si j'aurais chance de ramener quelqu'un, je le ferais-tu, je le ferais-tu pas? Je pense qu'il a réussi à amener beaucoup d'histoires qui nous fassent vraiment, puis qui restent avec nous autres, que des strong. Parce que, comme on sait, il y a des strong idées, mais les développent peut-être pas toujours bien jusqu'à la fin. C'est des affaires qu'on va souvent parler d'eux, mais comme des idées comme telles, puis il était une personne humble qui vivait une vie un peu comme tout le monde. Puis je pense que. Puis il y a tellement de ces histoires que c'est de coup de personnel, des affaires qui arrivaient, fait que ça venait d'une place vraiment vraie. Puis, puis je pense justement que ça vient quelque chose qui rejoint tout le monde. Il y a beaucoup de choses, viens faire une petite parallèle. Il y a beaucoup de choses récemment que c'est tous des jeunes trusted funds, c'est tout du monde super riche qui deal avec des affaires. T'es comme, tu rejoins moins ça, on dirait. Lui, c'était toujours proche du monde. Oui, je suis très d'accord avec ça. Sylvain, toi? Moi, je pense un peu les mix des deux. C'est le fait qu'il a commencé fort avec un livre, Carrie, qui était un de ses premiers livres. Puis après ça, tout à coup, ça a été une adaptation cinématographique tout de suite après, quasiment en 2 ans.
Fait que je pense que c'est là où le film a eu un gros succès, ce qui fait en sorte que ça a apporté de l'attention vers lui. Puis après ça, là, j'ai une liste là, en avant de moi, là, parce que là, écoutez, là, toutes les années, puis tout ça, là, je ne suis pas un Jean-Michel ou un Martin Caron. Alors, je dois regarder des fois pour voir les dates. Mais tu sais, j'ai Carrie en 76, Shining, le film, en 80. Fait que ça, c'est des 2 à 3 ans maximum là, entre l'écriture du livre, puis le filmage, puis la sortie du film. Fait que par le temps qu'ils filment, qu'ils sortent, ben, tu sais, Carrie, c'était pratiquement, ça venait de sortir. Fait qu'il y a eu tout de suite un engouement envers lui. Puis un peu comme que, tu sais, les deux ils disaient, c'était le fait que dans son, dans son, euh, dans son carré d'as, là, si tu veux, de l'horreur, avant, c'était beaucoup de l'horreur qui était très, très violent ou très gore ou bien très slasher. Puis tout à coup, lui, il nous a apporté vers quelque chose comme The Shining, où c'est tranquillement pendant le film que l'horreur commence à se bâtir, puis tu commences à tomber dans le côté mental du personnage. Fait que c'était un gars de personnage au début. Puis oui, c'est vrai, Sébastien Jean-Michel, il en a écrit de la merde aussi, juste en regardant les affaires, tu fais comme Mais après ça, il était dans toutes sortes de choses comme Stand By Me, Running Man, qui était complètement différent. Ces choses-là qui ont sorti par la suite. Fait que, je pense que c'est l'engouement en partant de Carrie, le fait que ça a été filmé par De Palma, puis que ça a sorti un gros bang au cinéma, que ça a parti l'histoire de Stephen King à partir de là. So, on a des auditeurs qui nous écoutent et eux autres aussi nous répondent. J'ai Nicolas ici qui dit que des situations banales qui arrivent à des gens ordinaires et qui mènent à un dénouement incroyable. Tout à fait d'accord avec Nicolas. Il y a quelque chose que j'ai réalisé. Je ne suis pas quelqu'un qui est un fan de la littérature, mais une chose que je sais, c'est que Stephen King en met des descriptions en tabarnouche quand vient le temps de décrire une lampe de chevet. Et je ne sais pas si c'est ça qui attire les gens. Est-ce que les gens aiment le fait que c'est tellement très bien décrit qu'ils sont capables de l'imaginer? Aucune idée. Le C'était une soleil. journée ensoleillée avec un soleil jaune qui plombait littéralement vers l'heure du midi, qui était au milieu de la sphère, surplombant l'herbe verte qui se défoulait vers le vent. Tabarnane. Oui, non, c'est ça. Pages. C'est 3 pages après que le soleil s'est levé. Jonathan qui dit il touche à des peurs qui peuvent toucher un public large. Et aussi, il avait eu l'aide d'une amie, Madame la Poudre Blanche. Oui, vraiment. Ça, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, ben, on parle ici malheureusement de drogue. Et apparemment que Stephen King était vraiment coqué lorsqu'il faisait Maximum Overdrive. Est-ce qu'il y en a qui étaient No au way. courant de ça? Je t'invite à le revoir, puis tu vas comprendre qu'il n'y a pas de question ce film-là. Là. C'est bon ça. Jonathan, il dit aussi, il touche à des peurs qui peuvent... Oups, excusez-moi. Il mélange bien l'horreur, c'est-à-dire et le fantastique et les réalités de la vie quotidienne. C'est très vrai. Nicolas, après ça, répond, Madame la Poudre Blanche l'a aussi aidé à réaliser Maximum Overdrive. Yeah. Et voilà ce que je disais, évidemment. Il y a des livres qui ne se rappellent pas d'avoir écrit, comme je pense que c'est Cujo qui ne se rappelle même pas d'avoir écrit. Il était juste comme sur la coke. Puis comme... Moi, j'ai vu une entrevue avec lui qui parlait justement de ça. Puis, si je ne me trompe pas, c'est bel et bien Cujo parce qu'il disait Je pense que oui. quand il avait vu le film, il avait été vraiment impressionné par l'histoire. Puis quelqu'un qui a dit dans son entourage, ben, c'est toi qui as écrit le livre. Puis il a fait Ah! Il y a eu comme un moment d'hésitation dans sa tête. Ah, my God, c'est moi qui ai écrit ça. C'est quelque chose à vérifier, ça. Quelle est, selon vous, la meilleure adaptation cinématographique d'un livre de Stephen King? Puis dites-moi pourquoi. Oh. C'est ouais. dur. Moi, je vais commencer, OK? Vas-y. Et, OK. C'est tough en tabarnouche, mais je suis quand même un très grand fan de Pet Sematary. Pet Sematary est l'un des films de Stephen King que j'ai vu et revu encore parce que ça me donne des frissons dans le dos. Le petit Gage qui se fait frapper par un camion est donne beaucoup plus d'impact quand tu es plus vieux et que tu as un enfant
que quand j'étais jeune et que je l'ai écouté pour la première fois. T'as pas de show? Non. Non, Ton grand-père, il est mort, c'est ça. Rasé de passer au travers du nez. Puis vous pensez que c'est quoi? Pendant que vous êtes en train de passer, j'ai Pierre-Luc qui vient de dire, trouvez-vous ces descriptifs lourds des fois? Moi, je trouve que ça ground plus le lecteur, mais certains peuvent trouver ça long. Ça revenait exactement à ce qu'on disait tantôt, les grandes descriptions peuvent finir. Là. Puis moi, je vais dire, ça dépend du livre. Je me rappelle que j'ai commencé à lire The Stand, puis finalement, j'ai juste écouté le film. C'était à un moment donné, c'était rendu trop long, le descriptif. Le soleil, comme que je disais tantôt, le soleil qui surplombe le champ de blé. À un moment donné, c'était comme, OK, je sais que c'est un champ de blé. Là, passe à autre chose. Ouais. Dis-moi qu'est-ce qui se passe dans le Christy de champ. Ça, c'est de quoi commun? Parce que je me rappelle, j'ai déjà eu ça commencer à sortir avec quelqu'un. Comme, je pense que c'était bien dans Hit, quand il décrit avant que Georgie court dans... J'étais comme, ça fait 5 pages là, que je lis, puis il n'y a rien arrivé. Là. C'est intéressant, puis si tu veux bâtir un visuel, mais c'est comme, OK, là, c'est... C'est un peu trop. Ouais. Moi, je vais aller avec le film. Moi, je vais aller avec The Shining pour le vrai, Martin, parce que c'est le côté, la psychologie là, du film qui m'a renversé, comme quand ça a été adapté. J'ai pas lu le livre, je vais être super honnête avec vous autres au complet. J'ai lu comme juste des passages, parce que j'ai juste pas le livre avec moi, c'était un ami qui l'avait. Puis juste en feuilletant une couple de scènes du livre, j'ai vu que c'était quand même bien adapté, mais il y avait encore beaucoup de différences. Il a fallu qu'il coupe énormément. Là. C'est sûr, 447 pages le film, le livre, fait que à un moment donné, le film ne peut pas durer 444 minutes non plus. Ouais. Mais je me disais que moi, je pense The Shining, je pense que c'est encore mon favori à ce jour-ci. Christine, proche du deuxième, là, que j'ai bien aimé. OK. Moi, je vais t'en donner 1,5. Oui. Donc, dans le fond, c'est un au complet puis la moitié d'un autre. Je pense que je sais ce que tu vas faire. Je te dirais Cujo parce que je me rappelle l'avoir vu puis l'espèce d'effet extrêmement anxiogène de l'auto. Il a de l'air de faire chaud. L'enfant, tu as juste envie de le donner à manger au chien. La maman qui est Dee Wallace Stone, elle est hallucinante. Toute l'espèce de build-up, la complexité des personnages dans ce film-là, que c'est pas, à la base, c'est pas le genre de personnage pour qui tu dois prendre. En fait, c'est une maman qui trompe son mari, qui est super pas fine, en fait, avec le kid, mais tu dis probablement que la majorité des parents seraient probablement extrêmement gossés dans une situation de même. Puis je me rappelle juste de cette espèce d'effet incroyablement anxiogène de l'auto, plus en plus chaud. Puis quand tu sais en plus qu'ils ont tourné ça dans une vague de froid, je suis comme ils ont vraiment réussi en fait l'impact du film. Mais moi, je me rappelle de lui qui est probablement mon préféré. Sinon, la moitié de Hit, mais pas lui de 2000, pas le 2017, mais la moitié du téléfilm de 1990, parce que je pense que la meilleure performance de tous les films de Stephen King, c'est Tim Curry en Pennywise. Il n'y a rien, je pense, qui va battre Tim Curry en Pennywise, qui est la scène du début, honnêtement, je veux pas être... la scène du début, la scène de Georgie, en fait, je pense que c'est la seule scène que j'ai vue petit, puis j'ai été obligé d'aller dormir avec mes parents, genre. Petit, genre j'avais genre 12 ans, quelque chose de même, mais j'ai dormi avec mes parents, puis ça m'a pris du temps avant d'être capable d'aller la voir. C'est la scène la plus terrifiante à mon avis. Mais ouais, je te dirais ça, moi. Et je vais être honnête avec toi, quand j'ai écouté la télésérie pour la première fois, je n'étais pas si vieux que ça. Et les clowns m'inspiraient moins confiance par la suite, parce que Tim Curry m'a vraiment foutu la trouille là-dedans. C'était effectivement une très belle performance de sa part. Tu vois, Jonathan, lui, il dit, pour moi, il y en a 3. Carrie, tout à fait d'accord. Pet Sematary et Cujo, qui sont encore mes adaptations favorites. Je suis tellement d'accord sur Carrie. Carrie, on l'oublie des fois, là. Nicolas, lui, mon premier King que j'ai lu, Cujo, je pense même que la prononciation de Cujo était différente selon l'auteur. Il me semble qu'il a raison. Je ne sais pas c'était quoi. Sylvain, tu as une question en passant. Autre question. Qu'est-ce que Sylvain a contre les champs de blé? J'étais traumatisé quand j'étais jeune. Tu n'as pas à le savoir. Continue un jour, tu vas le comprendre.
Frank Darabont et Mike Flanagan font les meilleures adaptations. Écoutez, The Mist m'a littéralement frappé en plein visage. On va être honnête, là. Yeah. C'était un coup de poing sur la gueule, ce film-là. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je ne dirais pas ce qui arrive à la fin, mais oh my God! Je pense que c'est une des rares fois que j'étais au cinéma, puis j'étais avec un de mes amis, puis j'ai dit, c'est sûr tu me niaises. C'est sûr tu me niaises. C'est sûr tu me niaises. T'es comme, il rêve-tu, là? Il va se réveiller? C'est quoi qui se passe, là? Voyons donc, ça n'a pas arrivé pour de vrai, cette affaire-là, là. Jonathan, lui, il dit que t'aimes peut-être pas les enfants du blé d'Inde plus que les champs de blé. Fuck? Non. Yeah. Nicolas, Dr. Sleep Flanagan a réussi à convaincre King d'utiliser les scènes en flashback de la version de Kubrick, malgré qu'il a détesté. Wow, Flanagan était certain qu'il allait refuser. Écoutez, je vais peut-être me faire tuer par les auditeurs ou même par vous autres. Je préfère Dr. Sleep à The Shining de Stanley Kubrick. T'es d'accord? Je dis pas que je suis d'accord, mais je comprends. Je pense que il y a d'autres monde qui m'ont dit la même chose, puis je comprends leur angle. Je pense que c'est un peu plus accessible un peu que du Kubrick. Kubrick, c'est amazing ses films, mais c'est plus froid ses films, je trouve, comme côté... Ouais. Je trouve que c'est dur de battre Nicholson, par exemple, pour son interprétation. Yeah. Non, je parle pas de l'interprétation, par exemple. C'est vrai qu'en tant que Jack dans The Shining, c'est un personnage iconique. Là, OK? La face dans la porte après avoir été haché, c'est iconique. C'est sur les posters partout dans le monde de l'horreur. Mais Dr. Sleep m'a vraiment surpris. Tu t'attends à quelque chose qui doit être comme un film correct. Parce que Dr. Sleep n'est pas nécessairement l'un des livres les plus populaires de Stephen King. Mais quand tu arrives avec Dr. Sleep, moi, j'ai écouté The Shining avec ma fille, puis après ça, on a écouté Dr. Sleep. C'est sûr que ma fille, elle a moins aimé The Shining parce que c'est un vieux film, tu sais, et les enfants avec les vieux films, c'est pas tout le temps évident. Mais elle a vraiment adoré Dr. Sleep. Jonathan qui dit Hit 90, Tim Curry, le best Pennywise. Excellent comme Pennywise, mais il ne faut pas enlever le crédit à Skarsgård qui a joué un Christy bon Pennywise. C'était vraiment incroyable. C'est sûr, mais sauf que qu'est-ce que j'ai aimé, par exemple, du fait que Tim Curry, son personnage, n'a pas besoin des rythmes, des grosses dents, il n'a pas besoin de tout ça au début. Là, les premières fois qu'on le voit, c'est juste un clown, mais c'est juste son interprétation de la façon qu'il fait. Au début, il n'y avait pas le budget pour faire ce personnage-là comme qu'ils l'ont fait dans la réadaptation avec Skarsgård. C'est pour ça que pour moi, c'est juste à cause de ça que je trouve que Tim Curry était un petit peu en avance. Mais j'en ai rien. Tim Curry a toujours... Je suis super d'accord avec toi parce que Tim Curry a toujours eu cette espèce d'œil pervers-là, même je pense pas que c'est un pervers dans la vie, là, mais c'est comme cette espèce pas des Curry, je suis désolé. Dans Home Alone 2, il checkait dans la douche. Dans Congo. Dans Congo. Ouais. Mais il y avait de quoi de super comme pervers avec lui dans son interprétation. Parce que Skarsgård était plus un monstre, en fait, un espèce de monstre. Mais je sais pas. Puis les deux sont tellement différents. Je trouve que les deux ont tellement une approche différente face au personnage que j'ai la misère à les comparer. Mais si tu me donnes pas le choix, donne ça à tendre, j'ai pas le choix de dire à Tim Curry. Ouais. J'ai eu le temps d'y penser parce que je n'avais pas encore donné mon... moi, en gros, mes deux histoires préférées, c'est Pet Sematary et It. Puis malgré que chaque adaptation avait des gros moments, comme Martin a dit, quand Gage se fait frapper, puis comme il y a tellement de scènes qui sont super iconiques. Puis j'aime toutes les adaptations It, mais il y a toujours des lacunes, il y a des affaires que c'est pas super bien fait, que quand ce que je viens à dire, là, je serais porté à aller à Shining, ben même King lui-même aime pas ça. C'est vraiment dur de... Quand tu sentais qu'il a été fait vraiment... Shawshank Redemption, c'est considéré un des meilleurs films au monde. The Green Mile aussi. Oui. Mais je pense que mon préféré, que
que tu peux. Parce que c'est basé comme. Stand By Me qui est basé sur The Body. C'est basé sur un short story, mais le film. Quand moi j'avais un podcast, on parlait. C'est le seul film de tous nos films qu'on a fait qu'on a tous donné un perfect score. Tu sais. Surtout que c'est moins horreur pis ça, mais c'est tellement parfait pour moi que. Non, mais ça fait Bon, partie de maintenant, ton ça. portfolio. Ouais. C'est vraiment dur à répondre parce que, comme je dis, il y a des films qui ont été vraiment bien faits, exécutés. Il y en a d'autres, moins, ben, c'est comme n'importe quelle forme d'art. C'est pas ça qui est bien fait qui va. Puis on peut apporter Misery aussi là-dedans aussi. Là. Ah, Misery, ben c'est oui. un autre qui était vraiment. Excuse-moi, mais deux grands acteurs qui t'amènent dans un monde à un moment donné que tu fais. Qui a pas fait tape quand il casse les chevilles, tu sais? Ah ouais. Qui a Puis pas tu comme vois fait, une fraction de seconde. là. Non, Yeah. on fera pas ça, tu sais. Mais quand elle fait, si bolac. Ils ont pris 4 minutes pour monter, 5 minutes, je pense, pour montrer cette maudite demi-seconde-là. Puis tout le monde a fait dans le cinéma. Je m'en rappelle encore aujourd'hui que le monde avait fait tab! Ah ouais. Yeah. Danny, il dit what? Parce que j'ai dit que je préférais Dr. Sleep à The Shining. J'assume que c'est à cause de ça. Mais avertis Danny, Martin, qu'il n'y a aucun de nous autres qui préfère le remake de Carrie à l'original. là. OK? Alors, attends, wow, c'est pas la même chose, ça. Là. Non, Carrie 2 est le meilleur. Là, est-ce que. Là, est-ce que vous savez qu'il y a 3 Carrie? Hein? Il y a Carrie de Brian De Palma, il y a Carrie le remake, puis il y a aussi un Carrie qui avait été fait entre les deux, qui était, je pense, directement pour la télévision aussi. Qui est, selon moi, affreux, là, comme vraiment pas bon. Là. Puis il y en a un quatrième qui a gagné un Adult Film Award aussi, mais celui-là, c'est pas dans le même style. C'est Carrie, C-A-R-R-Y, c'est pas la même chose. Ouais, Jonathan dit moi aussi sur des points de Shining est un film iconique, mais Flanagan a donné une œuvre à saveur King vraiment intense pour justement pour Dr. Sleep. Tim Curry qui est avant un gars de théâtre, c'est vrai, donc un jeu plus en profondeur, mais Skarsgård est un excellent acteur aussi. Mais j'ai mon amour pour évidemment Tim Curry. Pierre-Luc dit je ne peux plus regarder une masse sans marcher proche pour 30 secondes. Sans marcher croche, excusez. Et là, j'ai commentaire de Nicolas qui me fait vraiment rire. Content de savoir que personne n'a mentionné Lawnmower Man. C'est un bon film. On n'a pas mentionné Mick Garris, puis il a fait comme 30 adaptations. Là. Oui, c'est vrai, tabarnouche. Puis je suis un fan de Sleepwalker, moi, en plus. Yeah, dans The Shining, justement, mais il était... Toi, tu parles de Made for TV, hein? Ouais, le Made for TV. Que je n'ai jamais vu, en plus. Ah, vraiment? Non, jamais vu ça. C'est là que ça devient compliqué, parce que techniquement, il a mieux adapté le livre, mais si tu compares avec le Shining, même si Kubrick n'a pas fait exactement un et tu sais, c'est vraiment dur à... Yeah. Pour venir à Lawnmower Man, j'ai re-regardé le film de Scream Factory qui était le Director Scott et c'est encore plus plate que qu'est-ce que c'était avant. Je vais y aller avec une autre question, les gars. Quel roman de Stephen King mérite encore une adaptation ou une meilleure adaptation, selon vous? Pet Sematary, pour moi. 3 fois? Ben, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à ils n'ont pas nailé encore comment banque l'histoire peut être, je trouve. C'est ça que je trouve qui est dommage. OK. Jean-Michel, toi, as-tu une petite idée? Sérieux, je me rappelle de un. Là, je m'en vais ailleurs, OK? Parce que je me rappelle de un qui avait sorti au début des années 2000, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Cell, qui était cellulaire. Oui. Il y avait comme une espèce de mood très, très apocalyptique. C'était très apocalyptique. C'était proche de Dark Tower. Dark Tower aussi, qu'il y en a un qui n'ont pas encore réussi. C'est Dark Tower, c'est bien ça, je pensais de m'être trompé. Mais il y avait Cell, il y avait un petit côté, là, genre, c'était un côté un peu sectaire. C'était pas des zombies. Il y avait quelque chose de très avant-gardiste un peu dans son histoire, en fait. Puis je me rappelle le livre, j'avais vraiment aimé ça. J'avais trouvé ça
vraiment le fun. Puis le film est vraiment de la crise de dompe. Puis ça, je me rappelle d'avoir fait ça, c'est extrêmement cinématographique comme livre de King. Puis on dirait que de plus en plus aujourd'hui, en fait, avec la technologie et toute l'équipe, mais ça serait ma réponse. Puis Dark Tower aussi, qui n'ont jamais réussi à arranger correct Ouais. là. Ouais, C'est c'est ça. Euh, Seb? Ben, moi, comme je dis, je sais que c'en est un qui a été déjà fait, mais vraiment, à chaque fois que j'ai joué à Pet Cemetery, je suis comme, ah man, ils l'ont pas encore nailé. Ah oui, c'est vrai, C'est- excuse-moi. Ouais. Sylvain? Moi, je vais aller avec un film qui est plus à l'extérieur de son horreur, puis tout ça. Puis c'était The Colorado Kid. J'ai eu la chance de l'écouter, le audiobook, dans le fond. Parce que pendant que je m'en vais au travail, là, des fois, là, je me sac un audiobook, là, puis je l'écoute, là, si ce n'est pas un podcast. Puis j'ai trouvé ça intéressant, comme c'est vraiment en dehors de ce qu'il faisait habituellement. C'est une affaire que c'est plus un mystère que d'autres choses. C'est une affaire de crime. Puis j'avais bien aimé ça. J'avais aimé de la façon qu'il avait comme entrepris ce livre-là. Je trouvais que c'était différent de son style qu'il avait d'habitude. Puis je pense que ça serait juste quelque chose de nouveau à faire pour ses films à lui. Parce qu'il y a certains de ses films qui vont à l'extérieur de ça, qui ont été comme très connus, comme tu as dit tantôt, Stand By Me. C'est vraiment à l'extérieur de ce qu'il fait d'habitude au niveau de l'horreur. Puis ça a gagné des prix. Fait que je me dis que The Colorado Kid, qui est un meurtre mystère comme crime, ben, ça pourrait être aussi quelque chose de super intéressant à faire, puis peut-être apporter quelque chose d'autre là, à Stephen King dans les honneurs, là, les nominations. OK. Moi, je pense entre autres à Needful Things, que j'ai quand même bien aimé comme film, mais je crois que une nouvelle adaptation pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Sinon, je pense aussi à je sais pas si voyons comment que ça s'appelle encore, Dreamcatcher. Dreamcatcher était quand même très bon, mais peut-être qu'une nouvelle adaptation pourrait être aussi intéressante de ce film. Vous avez pensé quoi de Dreamcatcher, vous autres? Je sais que King n'aime pas trop ce livre-là comme tel. C'était tellement la drogue où je ne me rappelle pas la raison exactement. Mais je sais qu'il n'était pas super fier de lui. Là. Il y a Nicolas ici qui dit qu'une meilleure adaptation de The Langoliers, surtout un meilleur CGI. Oui, OK, c'était fait pour la télé, encore une fois. Et oh mon Dieu, que ça a mal vieilli quand tu regardes le CGI. Ça a l'air d'une gang de Pac-Man qui est en train de manger les alentours. C'est vraiment bizarre. Ça fait penser un petit peu à The Lawnmower Man, qui a vraiment très mal vieilli là-dedans. Tu as Jennifer qui dit Needful Things, livre français nommé Bazar, je pense, oui. Tu as absolument raison, Jennifer. The Long Walk est vraiment overdue pour une adaptation. Ouais. Et si on vient en arrière dans la discussion qu'on avait, qui arrête pas de sonner de même, le téléphone, là? Mettez ça sur mute. Dans le film Misery, la masse dans les chevilles dans le roman, c'est une foutue hache. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il coupe la jambe, il coupe le pied. OK, mais c'est drôle, fait mais que ça marchera pas. On dirait que ça n'aurait pas le même impact. Il me semble que la masse... Le shérif se fait tuer avec une tondeuse, si je me rappelle bien. À la place, il se fait tirer dans le film. Mais il se fait tuer avec une tondeuse dans le roman. Si je ne me trompe pas, là, il me semble que c'est ça. Ouais. Je suis fier de couper le gazon depuis que j'ai lu ce livre. C'est-tu pour ça que The Lawnmower Man existe après? Ça doit. C'est son fils. L'autre aussi que je l'ai apporté, c'est Insomnia. Je me rappelle que ça a été fait, mais si je me souviens bien là, du film, là, j'avais comme vraiment pas accroché. Puis pourtant, c'est une histoire qui semble qui pourrait être bien faite. Tu sais, ça touche un peu de tout, là, le irréel, l'insomnie avec les voir toutes sortes d'as ou je sais pas trop quoi, là, aller dans cette psychique-là. Là, puis aller toucher là-dedans. Fait que ça aussi, ce serait un film peut-être que c'est une adaptation qui serait le fun à revoir. Jonathan dit pour moi, même si j'ai un amour particulier pour le premier film, Children of the Corn, aucun a donné l'attention la saveur. Il aime les champs de blé, lui. Qu'est-ce que je te dis? On s'assinait avec Jonathan toute la soirée de bord.
Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup de Children of the Corn, si je ne me trompe pas, il y en a juste 8. Pensez-vous que Stephen King est plus fort dans l'horreur psychologique ou le surnaturel pur? Dur à maudire parce que tu regardes Carrie versus Cujo. Oui, attends. OK, ouais. Carrie est quand même surnaturel, oui. C'est du surnaturel. Avec Cujo qui est un chien qui a rage. Après ça, tu as Dark Misery Towers. aussi. Ou Misery. Misery versus Tipette, ben ouais. Stand by Me, Bad Bodies. C'est... Green Mile. Green Mile, il y a du... Ouais. C'est pas du surnaturel ou des choses comme ça, mais je veux te dire, en bout de ligne, c'est comme une histoire qui est forte, qui est écrite. Puis il y a un peu de surnaturel au niveau comme du gars qui guérit le monde, puis tout ça, là, pendant qu'il touche, puis des affaires de même. Fait que tu sais, c'est dur là, de dire qu'il est plus fort sur l'horreur versus le surnaturel versus le psychique. Il est fort dans pas mal des catégories, je trouve. Ouais. C'est drôle parce que Nicolas a mentionné Richard Bachman, lui, un nouveau Running Man s'en vient bientôt, non? Ouais. Oui. Richard Bachman, c'est un nom qu'il utilise. Pourquoi au juste? C'est parce qu'il a honte de certains livres? Non, de ça j'ai compris, c'est à cause que je pense qu'il voulait sortir quelque chose puis voir si que ça pouvait être bon on its own sans que son nom est attaché. Si je me rappelle bien. Pas juste ça aussi, il y avait le... Ou du stuff qui ne fitait peut-être pas avec son... Non, mais il y avait aussi dans le temps, il y avait un genre de mythe là, à l'entour d'un auteur où ceux qui écrivaient trop de livres. Fait que si tu en sors 2, 3 par année ou 1 ou 2 à chaque année, tu comme saturais le marché de ton nom. Puis il avait essayé aussi le nom de Bachman à ce niveau-là. Puis il y avait aussi 2 autres synonymes. Là, je les ai trouvés tantôt. Là. John Swithin qui a essayé pour un short story. Puis Beryl Evans, mais ça, c'était avec un film pour enfants, le Charlie and the Choo-Choo, qui est connecté avec le Dark Tower series. Mais, je veux dire, tu peux pas mettre un Stephen King sur un film, sur un livre pour enfants qui avait utilisé ça. Mais le Bachman, là, c'était ça. Là, je t'arrête parce que ça pourrait être intéressant. Parce que si Patrick Senecal a fait 2 livres pour enfants, je vois pas pourquoi Stephen King. Oui, mais on parle de Stephen King, puis on parle aussi des États-Unis. Hein. Fait que les États-Unis, eux autres, là, c'est comme, c'est assez spécial quand quelqu'un fait quelque chose dans l'horreur. Oui, tout à coup, il devient, tu sais, comme, tu pognes celui qui a fait Evil Dead, puis tu le mets dans Spider-Man. Disons que tu lui donnerais le film de Spider-Man, tu sais. Fait que, tu sais, il y a du monde qui vont dire au début, c'est quoi ça, Sakami? Il va tout scraper notre Spider-Man. C'est un petit peu comme quand ils ont mis Michael Keaton en Batman, puis le monde dit « Hey, c'est un comédien, ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? » Jonathan dit de Shawshank Redemption, un drame solide, effectivement. Ouais. Et, ouais, il y a quelqu'un qui a dit horreur psychologique. Aussi simple que ça. Ben oui, ça mélange les deux. Mais veut pas, tu sais, la plupart du temps, Stephen King, c'est ça que c'est. C'est de l'horreur, il y a beaucoup de psychologique en arrière de ça. Là, c'est drôle parce que là, je pensais à un film, mon film de loup-garou préféré, Silver Bullet. Silver Bullet, yes. Hey, tu sais, il y a des films, des fois, tu sais, qu'on oublie que c'est une adaptation. Est-ce qu'on considère Christine comme un slasher? Ouh. Maudite bonne question. Mais on considère-tu la fin de Carrie comme un slasher aussi, tu sais? Ouais, hein? Mais il était avant-gardiste, il voyait les Tesla arriver bien avant que les Tesla. Fait que, un jour, tu vas voir un char rouge Tesla passer, puis il scrapait du monde, puis tu vas dire Christine. C'était avant Transformers, ça? C'était. On sait, Stephen King participe souvent aux productions, souvent en tant que caméo, mais certaines fois en tant qu'acteur complet, on pense à Creepshow. Est-ce que son implication dans certaines adaptations a toujours été bénéfique ou problématique? Tu sais, je pense à Maximum Overdrive, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui déteste ça. Vous pensez quoi, vous autres, bénéfique ou problématique? Je pense que, je me rappelle l'avoir, il est dans Hit 2, il est dans le premier ou dans le deuxième? Il est dans un des deux, il fait comme je pense qu'il est dans le deuxième, puis
c'est peut-être super épais ce que je veux dire, mais j'ai comme un peu l'impression que quand il est là, c'est comme une espèce de skill of approve, un peu de sa part, puis on dirait que c'est comme, moi, le voir là-dedans, à moins vraiment de le voir comme, on parle pas de M. Night Shyamalan dans Lady of the Water, là, mais tu sais, j'ai un peu l'impression que s'il est là, il y a un petit caméo, il y a quelque chose de, ah, ok, bon, ben, il y a l'approbation de King, fait que c'est correct d'un certain côté, tu sais, c'est fait avec les meilleures intentions, en fait, tu sais. Je Un peu le comme vois un Stan peu comme ça, Lee. moi. Je Ouais, vois, exactement Oui, comme oui, c'est ça. Hitchcock. Ouais, mais Comme... peut-être pas comme Hitchcock, mais... Il y a une différence, par exemple, parce que je pense que tu sais, Stephen King, autant qu'il des fois, il est dans ses films avec un cameo ou quelque chose du genre, 6 mois après que le film soit sorti, ou 1 an ou 2 ans plus tard, il revient et il dit c'est un film, le film t'a pourri, t'as mal adapté, j'ai pas aimé ça, puis tu sais, je leur ai dit de faire ci, ça. Fait que des fois aussi, je me demande si c'est pas par obligation aussi de faire Ça se pourrait un aussi en même cameo. temps. Versus Stanley, lui, c'était comme, tu sais, mon Dieu, ils vont faire un film de ça, mais y aller. Ils vont faire un film de ça, mais y aller. Puis, tu sais, c'est juste devenu une. Stanley s'est rendu, je pense, le plus grand cameo artist qu'il n'y a pas dans l'univers cinématographique là, à ce moment-ci. Là. Mais je veux dire, je pense que Stephen King, là, c'était un peu par obligation, des fois, d'être là pour, comme que tu disais aussi tantôt, tu sais, le seal of approval. Fait que s'il était là, comme les producteurs, ils se disaient, ben, tu sais, on a le seal of approval par Stephen King, regarde, il est même venu faire un cameo. Dans le fond, c'était-tu par obligation ou c'était juste qu'il pensait que ça pourrait être bien fait, puis finalement, ça a été mal édité, mal monté, je ne sais pas. Je pense que des fois, il était comme consultant sur les sets aussi, ou qu'il faisait un peu de writing sur certains projets, soit il était là. Ça faisait du sens de le mettre dans le film, lui qui était là. Fait que c'est un autre. So, Jonathan dit It, chapitre 2, que Stephen King est le proprio de la brocante. Un endroit où on a visité justement à Port Hope. Beaucoup de caméos de sa part aussi. Spécifiquement pour la TV, Rose Red, que je n'ai pas vu non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Ben, c'est vrai, vous avez été visiter Derry l'autre fois. Oui, Derry au complet. Et quand tu vas à Derry, si tu vas au centre touristique, ils ont littéralement un pamphlet It. Comme ils disent toutes les places où aller visiter pour savoir où est-ce que il y a eu du tournage pour le film It. Nice. Et même à un certain moment donné, il y avait la maison de Georgie qui était justement dans la ville pas très loin. Et la ville non, ça c'est à Toronto, parce que j'ai été à Toronto voir la maison ça. là. T'as raison. Ouais. T'as-tu dit la ville de pas très loin? Tu parles d'une autre ville. Fucké, toi. Oui, c'est juste à côté de Milwaukee. Il n'y a plus d'idée, hein. Nicolas, il dit en octobre 2023, j'ai fait un marathon de 31 films de Stephen King et j'aurais pu faire novembre, tellement d'adaptations. C'est fou, pareil. Hein? Ouais. Et si je ne me trompe pas, Stephen King est celui qui a été adapté le plus souvent au cinéma et à la télé. Mathieu dit Monsieur Night Shyamalan le fait moins bien en style caméo. Ouais. Je pense que Shyamalan, Night, je pense que Night, lui, il essaye d'acter, de faire son rôle versus Stephen King, on dirait que lui, il est juste là puis il s'en calisse. Il fait ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à faire puis that's it. Tandis que Night Shyamalan, il essaye d'être un personnage. Puis je pense que c'est pas un très bon acteur. Rose Red, excellent double métrage, un autre film que je n'ai pas eu la chance de voir. Vraiment, je pense que c'est vraiment une espèce de copie un peu inspiration de Hunting of Hill House, le livre de Shirley Jackson. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Stephen King crée souvent dans des univers interconnectés. On le sait, Castle Rock, le cathèdre. Trouvez-vous ça enrichissant ou trop complexe que ça se passe genre tout le temps dans le Maine? Hey, si ça existait vraiment l'univers de Stephen King, il n'y a pas personne qui voudrait aller dans le Maine, on s'entend. À part nous quatre, genre, mais. Vous irez. Je vais attendre ça, moi. Je vais organiser les images pendant que vous êtes là-bas. Mais non, moi, je trouve que c'est. Excuse-moi, mais je trouve que ça donne un cachet au fait que, tu sais, comme qu'on a vu un peu dans les films Marvel, où ce que dans le temps, tu sais, tu avais, mettons, les Fantastic Four qui avaient été faits par Fox, tu avais X-Men qui était fait par Fox. Puis tu regardais ça, puis tu disais, étant fan de comics quand j'étais jeune, là, tu fais comme. Pourquoi ils font pas un film ensemble? Pourquoi ils sont pas sont dans le même univers des comics? Pourquoi qu'ils le font pas? Ils appartiennent.
Puis Marvel est arrivé avec l'idée en disant, nous autres, Iron Man, on va sacrer Nick Fury à la fin. Puis ils ont développé là-dessus, puis c'est devenu un gros succès. Dans le même sens, je pense qu'ils ont copié la formule de Stephen King en disant, Salem's Lot, il y a Cujo, dans le Maine, il y a toute Misery, puis toute ce gang-là, puis qui reviennent ensemble. Fait que je trouve que ça donne un cachet à ces histoires où ce que tu te dis, c'est tout interconnecté un peu, tu sais. Ouais, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est... Ouais. Je suis d'avis au bout. Je trouve que ça crée un espèce d'univers. Ben, je vais te donner un autre exemple, un peu à la Star Wars aussi, parce qu'il y a comme plein d'histoires connectées, il y a des liens ça crée vraiment un univers Stephen King que je trouve super intéressant. Puis on dirait que des fois, puis quand tu en lis, tu vas lire un livre, puis là, tu vas reconnaître peut-être une référence à un autre livre ou quelque chose de même. Tu vas voir un film, tu vas reconnaître. Fait que non, ça l'engage au bout le lecteur ou le spectateur ou l'autre personne. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire d'autre, là, mais je trouve que ça l'engage les gens énormément à rentrer dans cet univers-là. Puis moi, je trouve ça super intéressant aussi. Je ne sais pas à quel point que vous êtes connaisseur de Stephen King. Moi, je ne le sais pas pourquoi, mais est-ce que vous savez pourquoi Stephen King a décidé d'utiliser le Maine comme endroit de référence dans à peu près quasiment tous ses films? Ben, il a grandi là, tu sais, fait qu'il y a beaucoup des repères de ses films. Tu sais, Hit, quasiment tout le film Hit, c'était pris que quand il a déménagé là, il avait entendu parler que la ville avait des sourds qui passaient en dessous de la ville. Ça, c'était inspiré de ça. Il avait entendu plein de légendes qui a amené là-dedans. Pet Cemetery, c'est vraiment une femme du Maine de sa ville qui a fait un vrai Pet Cemetery. Son fils, Joe, s'est quasiment fait frapper par un char. Son chat est mort. Fait qu'il a vraiment pris beaucoup de choses de la place comme telle. Puis pour lui, de le mettre dans ses histoires, puis d'ensuite pouvoir avoir des films qui se passent là, comme pour lui, c'est le fun, tu sais, parce qu'il pouvait mettre en display là où il a grandi, puis vraiment l'essence de ses histoires, carrément, tu sais. Parce que, tu sais, c'est comme Jason Goes to Manhattan, puis c'est à Vancouver, on dirait qu'il y a toujours une petite disconnexion, là, tu sais. T'es pas vraiment à New York, mais lui, c'est vraiment souvent au Maine, fait que c'est... Tu sais, J'ai vu quelque chose de Nicolas qui dit I'm growing. Pour ceux qui ne savent pas la référence, Creepshow, qui est justement le personnage de. Je pense qu'il s'appelle Georgie, je me rappelle, dans Creepshow. C'est ça? c'est quelque chose de même, ça finit en I. Gordy, Jordy. Quelque chose de même. Son meilleur rôle, by far. Hey, c'est une performance super cool. Mathieu vient de me dire quelque chose. Dans le récent de Monkey, j'ai ri que les personnages étaient à l'opposé du US et ont dû emménager au Maine encore. J'ai pas vu de Monkey, ça a l'air, c'est bon. C'est très drôle. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi drôle. Non, bon. L'as-tu vu, Seb? Ouais, j'étais voir l'autre jour, puis j'avais rien, j'avais pas regardé de bande-annonce, rien, j'ai inquiété avec mes chums, puis j'étais comme, OK, j'expectais zéro ça. C'était pas le ton que j'expectais du tout, là, tu sais. Moi non plus, sérieux, là. Ouais. Quelle adaptation télévisée de Stephen King est la plus réussie selon vous? Je sens déjà qu'est-ce que ça va être la réponse la plus populaire, mais allez-y quand même. Excuse-moi, répète ça, parce que je suis en train de lire un commentaire de Jonathan. Je n'ai pas écouté pendant tout. Ben regarde, puisque tu l'as vu, on va le dire. Ça donne un cachet pour moi, un univers qui pourrait avoir des univers parallèles du Maine. Comme dit Sylvain, Marvel tourne beaucoup autour de New York, qui est très sur les univers parallèles, sauf que. La question était quelle adaptation télévisée de Stephen King est le plus réussie selon vous? Ça compte-tu comme les téléadaptations, comme Shining, ou on parle de qui était vraiment TV show, là, comme... Non, les téléadaptations, c'est bon aussi. Comme The Shining, Okay. c'est bon. Je vais y aller avec un. Je ne sais pas si tout le monde a écouté ça. J'ai commencé, je suis rendu avec la quatrième épisode, mais Mr. Mercedes. Je ne savais même pas que c'était Stephen King, pour vous dire bien franchement. C'est en regardant à travers la liste justement des films et des séries télé, puis j'ai fait Stephen King, ah oui, une adaptation, puis c'est vraiment une bonne histoire, là, Mr. Mercedes. Puis Brian Gleason, un acteur là, irlandais, là, mental à voir. Jean-Michel?
Ben, c'est sûr que je te dirais Hit, là, en fait. Je pense que surtout la première partie, la deuxième est un peu plus moche parce que les effets spéciaux ont vraiment, vraiment. Si tu penses que L'araignée. Hein. le CGI dans les Langoliers est mauvais, attends de voir la fin de Hit, la Ouais. série, parce que ça a été fait en carton avec 3 piastres, là. Je me rappelle ça fait longtemps que je l'ai vu, par exemple. Je vais peut-être sortir de quoi d'un peu des boulamites, mais je me rappelle d'une adaptation qui s'appelait Storm of the Century avec Colin Oui. Feore, Yeah. que j'avais trouvé vraiment le fun, une espèce je sais pas, c'est comme un pasteur, c'est un personnage mystérieux, c'est très Stephen King, c'est super ambiant. Puis je me rappelle, j'avais trouvé ça vraiment le fun Je l'ai dans la ici, période où moi. ça sortait tout le temps en VHS, 2 VHS, là. C'est ça, Ouais. mais j'avais trouvé ça très bon, du Storm of the Century. Moi, je te dirais probablement Hit, première partie, puis ça. Sylvain? Pas sûr. Pas sûr. Toi, tu avais dit Mr. Mercedes, hein? Ouais. Mais écoute, moi, quand je regarde, mettons, la liste ici, là, C'est ça. je te dirais The Stand a été quelque chose que j'ai vraiment aimé. Comme le nouveau? Là? Non, le vieux. Hmm. J'ai aimé le nouveau, mais je t'avoue que j'ai préféré le plus vieux. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça m'attirait plus que celui qui est sorti. C'était Mick Garris, right, qu'a fait? C'était-tu? Je pense que oui, c'était Mick Garris. Il faudrait que je vérifie. Ça file Mick Garris, là, mais... Je viens de voir aussi Salem's Lot, là, une affaire que j'ai oubliée. Oui, mais... c'est Mick Garris. Ouais. OK. Salem's Lot aussi, là, je sais que c'est des années 70, là, mais je me rappelle quand j'étais jeune qu'on avait regardé ça. Là, mes parents m'avaient laissé regarder ça. J'étais en 73, là, fait que j'avais comme 6-7 ans. Puis mon père était un petit peu maniaque là, des films d'horreur, un peu. On avait notre Betamax avec The Thing, que j'ai vu 100 fois, je pense. Mais tu sais, Salem's Lot, ça, je ne me rappelais plus, mais c'est vrai que c'était une série adaptée à Warner Brothers CBS là, des années 70-80. Ouais. J'avais oublié celle-là aussi, que ça avait quand même été bien fait là, pour ces années-là que je parle. Là. On ne parle pas aujourd'hui de grand succès quand tu le regardes une deuxième fois, mais à ce moment-là, c'était bien fait. J'en ai découvert une émission que ça fait longtemps, j'essaie de voir, j'ai trouvé. C'était Nightmares and Dreamscape, The Story of Stephen King. C'était comme un anthology. Ça fait vraiment penser au comme Amazing Stories des années 80 de Spielberg. C'est tout des anthologies. Puis j'ai commencé à regarder ça dans le dernier mois, je pense. Puis c'était pretty good. C'est fun de revoir les vieux acteurs de dans le temps dans des affaires que tu n'as pas vues. Là. C'est vrai, c'était basé sur des short stories qu'il avait écrit dans le temps. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, les short stories de Stephen King, là, ça, on parle de ses livres, de ses succès, de ses grosses adaptations, mais les short stories de Stephen King, je m'excuse, mais c'est incroyable les affaires qu'il peut avoir écrites là, pour un gars qui décrit les champs de blé pendant 4 pages de long. Ouais. Il est aussi capable d'écrire une histoire d'une page, short story, puis qui va direct au bout, puis qui te fait quand même dire tabarnak, s'il ferait ça en cinéma ou en télé, là, ça doit être malade. T'sais. Possiblement que si tu strip down toutes les grosses descriptions, que tous ces livres seraient des short stories, peut-être. Une chance. De Stan, 26. Ouais. Jonathan pour série Storm of the Century, excellent, ma best série adaptée de King série. C'est aussi Nicolas qui est d'accord avec Jonathan pour Storm of the Century. Pascal, oui, on l'oublie un petit peu, Under the Dome, qui est dans sa série favorite. Si je ne me trompe pas, Under the Dome n'a jamais eu une fin, par exemple. Hein? Je pense que ça a été abandonné. Hein? Assez vite, ouais. Nicolas, il dit dans In Search of Darkness 90-94, que je n'ai pas vu encore. Il parle de Stan, excellente entrevue avec Mick Garris. Et Rêve et Cauchemar sur Frisson TV, que Nicolas il dit que je pense que tu parlais de l'émission. Ouais, je pense que ça doit être. Ouais. Ça serait ça. Oui, OK. Bon, ben, quel personnage de Stephen King vous a le plus marqué ou traumatisé et pourquoi? Je pense que Jean-Michel t'a répondu à la question un petit peu tantôt, mais vas-y. Je te dirais Zelda dans Pet Sematary, sa sœur endormie. Ouais, je te dirais elle qui encore à ce jour me rend super mal à l'aise. Mais mon personnage préféré reste Pennywise.
Mais Zelda, ma tante morte, je sais pas trop ça, là. Cette scène-là encore me terrifie un peu. Ouais. Puis j'ai trouvé un bus sur Marketplace. Je veux vraiment l'acheter puis le mettre dans ma chambre pour battre tous mes traumas face à Zelda. Une meilleure façon d'affronter ses peurs. Moi, je dois définitivement aller avec Tim Curry, Pennywise, parce que c'est le personnage dans tous les films ou téléséries de Stephen King qui m'a le plus marqué. So, aucun doute, aucune hésitation, ça serait lui pour moi. Moi, je vais sortir du fantastique et de l'horreur, puis je vais revenir avec Misery, Kathy Bates. Il n'y a rien de pire que ta tante ou ta voisine d'à côté que tu apprends un jour qui arrive, une dizaine de chars de police qui arrivent chez vous, puis il y a à peu près 70 corps morts dans le cour. T'sais. Puis c'est la personne qui t'amenait un petit gâteau de temps en temps, une tourtière bien cuite, puis là, tu te demandes qu'est-ce que tu as mangé pendant 10 ans de temps. Fait que, moi, je pense que ça me fait encore plus peur qu'un monstre fantastique qui vient m'attaquer. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça m'écoeure comme pour dire ça. Ouais, moi, il faut que je joue avec Pennywise aussi. C'est comme la réponse facile, c'est tellement iconique, il est tellement intéressant comme personnage, visuellement, comme l'histoire, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Yeah. J'ai vu que Pascal a donné comme réponse, moi, c'est Gage dans Pet Sematary. Oui, mais je ne sais pas, quand je vois Gage, je suis comme, faut dire un coup de pied, puis that's it, that's all. C'est comme Chucky, Ouais. il fait juste fourrer un coup de pied, puis part à courir. Nicolas, Kathy Bates dans Misery, je l'aime, Nicolas. Nicolas Arsenault devrait revenir plus souvent. Merci, Nicolas. Nicolas, il était tout le temps là, je m'excuse. C'est un de nos grands fans. Je sais, mais il devrait être tout le temps là, tout le temps, à chaque minute. L'autre aussi qui devrait être épeurant, c'est le truck driver dans Pet Sematary. C'est ça que j'allais pas dire. Il écoute du Ramones, puis il porte pas attention. Là. C'est quoi qu'il écoute? Je pense que c'est Pet Sematary en plus. I don't non, wanna be buried in the Pet Cemetery. Non, c'est Sheena the Punk Rocker qui écoute. Ah, pour vrai? Ouais. C'est drôle, dans le remake, ils ont fait que le driver reçoit un texte, puis ça vient de Sheena. Ça, ils ont fait comme une petite connexion là. Tu sais, là. Parallèle. Yeah. C'est vrai, Mathieu, il dit 18 roues Goblin dans Maximum Overdrive. J'étais tellement déçu de ne pas en avoir un de Spider-Man. Ouais, j'avoue. Hein. Je sais pas s'ils ont été obligés d'utiliser des copyrights là-dessus, Ouais, je veux dire, été clairement. Ouais, hein? Ouais. Et pour ceux qui seraient curieux de savoir, le troc a été retrouvé, a été reconstruit. Et le propriétaire fait maintenant le tour des conventions avec ce troc-là. Sans blague. J'ai un ami qui fait le tour, moi, avec le char de Supernatural, là, un gars qui travaillait au Oui. gouvernement avec moi, justement. Puis il se promenait souvent dans des conventions Montréal, Toronto, Ottawa, etc. avec ce fameux char-là. C'est une belle pièce en plus. Tu sais que les gens qui sont capables de reconstruire ces véhicules-là, là, ils peuvent faire une bonne pièce là, en Mais il y en a un au Québec. Il y en a un au Québec, je ne sais pas ce qu'il est, mais je travaillais sur une production, puis on avait loué Charles la DeLorean de Back to the Future, puis il a fait exactement pareil. Il y en a une au Québec, en fait, qui a vraiment refait au complet. Puis il loue pour des émissions de télé ou pour des conventions, des affaires de même. Fun fact, je ne rentre pas dedans à 6-3. T'es 6-3, toi, tabarouette. Je suis 6-3, puis j'ai essayé de rentrer dedans, puis je ne peux pas rentrer dedans. Je ne peux pas conduire ce char-là. OK. Moi, puis toi, on va pouvoir se parler. puis je m'assis dedans, ça, c'est correct. Jonathan a dit mon personnage des films de King est le seul qui m'a traumatisé jeune. Church, le chat dans le sous-sol. Mais sinon, Annie Wilkes de Katie Bates, une superbe performance, encore une fois. Hey, Judd Crandall aussi, qui est un gros personnage. Que tu l'aimes, ben tu réalises c'est lui qui fout le bordel vraiment, puis qu'il n'aurait pas dû. Il était un gros avec son accent du Maine. Là, il était... on est déjà à la fin du show. Ça a vraiment été vite. Encore, je vais y aller quand même avec une dernière question pour clôturer l'émission. Comment est-ce que vous résumeriez l'héritage de Stephen King dans la culture horrifique et populaire? Et pensez-vous qu'il va rester le roi pour toujours ou qu'un nouvel auteur prendra la couronne?
Jean-Michel? Je vais dire que pour moi, Stephen King, c'est le gars qui a permis à ma mère, mettons, d'écouter de l'horreur. Ah. C'est le gars qui a permis aux gens qui n'aiment pas les films d'horreur d'écouter des films d'horreur. Parce que, écouter un Stephen King, c'est. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'ai donné ma mère en exemple, mais je veux dire, d'écouter avec du monde, j'ai loué Friday the 13th, j'ai loué New Blood de Friday the 13th. Ah non, c'est Jason, tout le kit, mais tu dis, j'ai loué un Stephen King, ça va être épeurant ou ça va être comme stressant, ou tu sais, on dirait que ça a comme permis. C'est sûr que c'est pas le seul, mais c'en est un des tops qui a vraiment, je pense, permis à tout le monde d'écouter des films d'horreur. Puis je pense que ça va être ça son, comment je peux dire, son legacy, son héritage, en fait. Puis est-ce qu'il va rester le roi incontesté de l'horreur? Je sais pas s'il va rester au top, mais il va toujours rester un des plus respectés. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, j'espère que c'est pas le AI qui va prendre sa couronne, parce que ça va pas bien. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'il y a un auteur d'horreur qui s'appelle Grady Hendrix, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui en fait qui a fait... il y a eu un de ses films qui est adapté qui s'appelle My Best Friend's Exorcism, qui est vraiment très mauvais malheureusement, là, mais lui, c'est un des premiers que je me rends compte qui est vraiment dans la nouvelle génération, qui est vraiment très, 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 très inspiré de King, qui part vraiment d'un élément de la vie de tous les jours que tout le monde connaît, là, que ce soit un déménagement, une nouvelle job, des affaires de même, en impliquant des affaires d'horreur, avec beaucoup d'humour, parce que on a parlé beaucoup de son côté sérieux, mais il y a quand même beaucoup d'humour des fois dans les livres de King. Des fois, il y a des shots très drôles, des affaires très fun. C'est pas juste du gros, lourd, pesant, dark là, non plus. Il y a de la légèreté un peu quand même. Fait que je pense que c'est un de ces auteurs-là qui m'a rappelé plus lui, mais pour finir avec ta question, moi je pense que oui, je pense que il va toujours rester au moins une sommité là-dedans. Un peu comme Hitchcock est toujours resté une sommité dans le main du suspense, même s'il y en a eu plein qui l'ont fait comme il faut après. Sébastien? Moi, je pense pas qu'il va être dépassé simplement par une question. Ben, on lui donne crédit pour tout ça, mais je pense juste par le landscape de comment est-ce que, tu sais, même dans la musique, dans les films, juste l'époque qu'il a venu, que le monde lisait actually des livres, puis que ça commençait à influencer des films, puis tout. Tu sais, même des groupes de musique, puis tout, c'est rare qu'il y ait des groupes de musique à cette heure qui deviennent autant gros que des bands dans le temps, tu sais, parce que dans ce là il y avait beaucoup de moins de stock, puis le bon stock était plus poussé sur le monde. À cette heure, il y a tellement de contenu, il y a du bon stuff qui sort, mais il n'y a plus de gros noms qui se fait, puis j'essayais même de penser quand il posait la question, j'étais comme, qui est-ce qui est même numéro 2? Qui est-ce qui est même numéro 2? Fait que, c'est comme Ovechkin puis Gretzky qui est là au hockey. Tu sais qui est l'autre qui s'en vient? Ben, Stephen King, malgré que son fils, il ressemble comme si c'était un clone. Il n'est pas au même niveau encore. Fait que juste de ça, juste de comment constant qu'il a été, puis de comment ce que comme. Il est arrivé au bon temps, puis il s'est tellement incrusté dans la. Puis il a tellement fait des choses que comme. Qui va rester toujours que tout va être une imitation par Astor. Comme j'ai vraiment la misère à voir qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir autant un impact. Encore là, juste par timing, il y a trop de choses qui ont été déjà faites. Puis il y a trop un gros. Très vrai. Sylvain? Écoute, Sébastien, excuse-moi, tu es venu me chercher quand tu as parlé de musique. Je sais pas pourquoi. On a peut-être un intérêt particulier avec. Ben oui, vous avez toutes les deux une guitare en arrière. Mais non, puis je suis bien d'accord avec ce que vous dites les deux. C'est très dur à savoir ça va être qui le prochain parce que je pense qu'un peu, tu sais, puis là, moi, je vais aller dans quelque chose d'autre de différent dans le basket où il y a comme un gros débat entre Michael Jordan right now puis l'autre, LeBron, je sais pas trop quoi son nom. LeBron, James, LeBron. Que lui s'auto-proclame le plus grand, le plus ci, le plus ça de l'histoire du basket. Mais c'est deux générations complètement différentes. Comme Sébastien dit, nous autres, on a grandi avec les livres. On n'a pas grandi avec les téléphones. Fait qu'on regardait, on lisait, on passait à travers d'un livre. C'était intéressant. On avait ça à passer à travers. Puis quand il y a une adaptation qui était faite, c'était pas 3 mois plus tard. Stephen King a comme changé cette donne-là d'un an ou deux de son livre qui sortait. Il y avait une adaptation qui sortait pratiquement au cinéma. Fait que je pense que c'est là où lui se démarque. Un peu comme Michael Jordan quand il est arrivé dans la NBA. Il n'y avait rien. La NBA, c'était
vraiment pas c'était pas même pas un gros sport aux États-Unis, mais il a changé la face du sport complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le plus grand, pas juste en cause de ses trophées, des points puis de la façon qu'il jouait, c'est aussi qu'il a changé la face du sport. Je pense que c'est ça que Stephen King apporte à l'horreur. Comme que Jean-Michel le disait, dans le temps, les gens qui n'étaient pas ben dans l'horreur n'aimaient pas ça parce que c'était trop gore. Ah, c'est une tête qui se fait décapiter, ces affaires de même, ah, c'est trop. Ou il y avait de la grosse nudité, des choses comme ça qui se promenaient là-dedans. Tandis que Stephen King a comme ramené l'horreur à un médium que tout le monde peut regarder. Puis que c'est autant que c'est pas super épeurant. Puis j'ai vu un commentaire, c'est Nicolas, maudit que je l'aime, Nicolas, qui dit « Je n'aime absolument pas ces commentaires du genre « C'est le film le plus effrayant que j'ai vu. 95% du temps, c'est pas vrai. » Tout le temps, à chaque fois, tous les films. C'est vrai. C'est comme je te crois plus, man. C'est vrai. Ces films, c'est pas les plus effrayants, mais ils apportent quelque chose. Puis ce qui peut ternir un peu sa réputation à Stephen King, c'est que je pense qu'à un moment donné, il a commencé à juste vendre des droits pour ramener l'argent. Puis il y a des adaptations qui n'ont pas été faites, très bien faites, où ils ont été complètement loin du livre, que ça perd le cachet du livre. Fait qu'on dirait qu'il n'a pas protégé son œuvre assez proche. C'est un peu comme, on va revenir dans la musique, quand tu entends une toune de je vais aller avec un band là, qui vend leur toune comme si c'était du bonbon. Aerosmith, tu regardes un commercial de Chiclets, puis tu as une toune d'Aerosmith en arrière. Chiclets. C'est comme, tu vends ton œuvre, mais tu ne protèges pas l'intégrité de ton œuvre. Fait que je pense que Stephen King, autant que c'est celui qui a mis sur la map l'horreur puis le thriller psychologique du livre, je pense qu'il a changé la game. Ouais. Jonathan, je pense pas qu'un autre auteur dans l'horreur sera surpassé, mais si le Québec s'ouvrirait, oserait, on pourrait avoir un univers de Patrick Sénécal aussi riche, mais ça, à suivre, ça, c'est une histoire qu'il va falloir qu'on parle à un moment donné dans une autre émission, c'est-à-dire le cinéma au Québec, parce que ça fait dur. Avoir des best adaptations de Poe et Lovecraft aussi, qui sont encore, même avec Amour, on n'était pas assez bien adaptés. Puis, tu sais, Jonathan a quand même un bon point. Là, Lovecraft et Poe, là, ça a été adapté vraiment souvent, ou du moins, tu sais, ça a été créé, ça a été inspiré souvent des films qui ont été inspirés par ça. Puis, Nicolas dit derrière les livres de Clive Barker. J'ai vu Le futur de l'horreur, son nom est Clive Barker, citation de King. OK, j'adore Barker, mais il ne faut pas charrier si vous aimez l'horreur gore en littérature. Je commande Brian Keane. Je ne connais pas Brian Keane, j'ai jamais entendu parler. Mais je regarde des listes de qui sont les autres auteurs, puis je suis comme, c'est des noms que je connais même pas. J'essaie de même. Tu sais, je pensais R.L. Stein, qui est comme du stuff jeune, mais en question comment du stuff qu'il a créé, il peut être considéré, mais. Puis il y a probablement des auteurs qu'on connaît pas autant que King, qui ont presque autant d'adaptations. C'est juste que je pense que King, c'en est aussi un auteur qui n'a pas peur d'être dans l'œil du public ou qui s'est affiché dans ses films, qui s'est affiché dans les entrevues, des choses comme ça. Puis il n'a pas eu peur de sortir. Autant bizarre qu'il peut être, il y a aussi. C'est beau. Quand t'es beau de même. C'est un gars qui n'a pas eu peur de prendre sa place dans l'horreur versus, je suis un auteur, je laisse mon livre parler pour moi. T'sais. Eh bien, voilà, mes chers amis, mes chers amateurs de frissons, d'encre sanglante, de cinéma cauchemardesque. C'est ainsi que se termine notre premier voyage dans le monde merveilleux de ciné-terreur. Un immense merci à nos invités, Sébastien Thériault et Jean-Michel Potvin. Merci à mon co-animateur, Sylvain Chénier, qui a survécu à cette émission sans être possédé par son micro. Seb qui a réussi à ne pas démolir Cujo en ondes, puis Jean-Michel qui a, à notre connaissance, à notre connaissance, n'a consulté Wikipédia qu'une seule fois. Puis c'était pour vérifier s'il existe un Shining 2, hein, Jean-Michel? Non, j'ai vérifié pour voir parce qu'il y a eu un remake en 97 de Shining, puis je voulais savoir si j'avais raison ou tort, mais j'avais raison finalement. Merci aussi aux spectateurs qui étaient avec nous en direct, que ce soit dans votre salon, votre sous-sol hanté ou votre cercueil personnel. On se retrouve très bientôt pour la deuxième épisode de Ciné-Terreur, parce que tant qu'il y aura de l'horreur, ben, il y aura du fun. Et comme dirait Stephen King, The Terror Never Ends. Mais notre show, oui,
Et c'est maintenant. Bonne nuit tout le monde. Dormez les lumières allumées, juste au cas où. Bye.